accueillir les intervenants de très grande qualité qui ont décidé de venir débattre avec nous de ce que serait la République du XXIe siècle. Parce que nous parlons depuis ce matin, depuis des années, dans ce parti de République, matin, midi et soir. Nous avons été biberonnés à la République, nous défendons la République, nous voulons la République. Mais nous la voulons depuis Clémenceau, nous la voulons depuis Gambetta, nous la voulons depuis Caillot, nous l'avons même voulu sous le maire de Lyon, nous l'avons, quand il a été 52 ans maire, Édouard Herriot, nous l'avons voulu avec Pierre Mendès France, un peu, nous l'avons voulu avec Michel Crépeau, nous l'avons voulu avec Robert Fabre, autant de noms qui résonnent dans l'histoire du radicalisme, mais qui marquent aussi que le temps a passé. Et il nous semble, dans ce moment un peu compliqué pour le discours politique, qu'il était nécessaire de réinterroger ce que pouvait être la République au XXIe siècle, en tout cas quelle figure elle pourrait avoir, comment elle s'inscrit dans la modernité. Et donc je salue l'ensemble de nos invités, à commencer par Baptiste Fournier, qui est l'architecte du manifeste pour l'échelle humaine, Chloé Ridel, qui est une personnalité de plus en plus connue, qui a développé plusieurs théories, dont une qui nous a branchés sur les emplois verts et qui est par ailleurs à l'Institut Rousseau. Reda Didi, qui est un homme qui est au PRG, mais qui est un homme surtout sur le terrain. C'est un homme qui a un parcours et qui vous en parlera et qui vous montrera la façon dont il envisage la République au quotidien. Saluer, je ne vois pas qui est à côté. Ah oui, Nicolas Brien, l'homme de la modernité économique, et donc qui devrait, paraît-il, nous éclairer sur les enjeux de la République. Saluer notre ami qui a donné un ouvrage il y a peu, utile à la France, un ouvrage sur Pierre Mendès France, qui d'ailleurs est disponible, je crois, aujourd'hui à la vente, qui est un homme extraordinaire, Frédéric Potier, que je connais très très bien, et qui nous éclairera aussi de sa vision à lui, qui n'est pas radical du tout, qui est un socialiste, hein, comme quoi on n'est pas sectaire, de vous expliquer un peu la manière dont il voit la République. Je veux saluer notre intervenante afghane, qui est à la tête d'une association qui défend la place des femmes en Afghanistan. Vous dire, madame, que c'est pour nous un honneur de vous recevoir ici, vraiment, pour parler aussi de ce pays, terre d'accueil et d'asile, aux prises avec des débats sur l'immigration, savoir aussi comment vous, qui avez été par ailleurs confronté à ce qu'était le pire du pire, le fascisme religieux taliban, de savoir comment vous pouviez envisager la République française dans ce moment-là. Et puis, last but not least, nous avons un invité en contrepoint, un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni à la télévision, ni dans ses ouvrages, ni partout où il s'exprime. Quelqu'un qui a l'habitude de dire ce qu'il pense, qui parfois n'a pas peur de fâcher, qui porte, ou en tout cas se revendique comme étant un homme de gauche républicaine, dit qu'il ne retrouve plus son compte dans la gauche républicaine, dit qu'il a parfois de sérieuses interrogations sur cette gauche aujourd'hui, et qui a accepté de venir aussi pour que le débat ne soit pas qu'un débat de gens convaincus entre eux, mais apporter son grain de sel. C'est M. Éric Nolot, que je remercie, et qui est parmi nous aujourd'hui. Voilà. Assia, tu as la parole. L'idée, c'est quand même, je sais que vous avez tous beaucoup de choses à dire, mais vous l'avez compris, on a un timing aussi. On va essayer de tenir l'après-midi à un rythme cadencé et donc de ne pas déborder trop sur le moment tant attendu du vote et des discours qui fonderont notre positionnement politique et les prises de position de David Jaïs, que je salue et qui s'exprimera ce soir, qui est au premier rang. Vous pouvez l'applaudir, David, qui est un ami, et bien plus que ça maintenant, et de Corinne Lepage. Assia, à toi. 1, 2. Bonjour à tous, merci Guillaume de cette introduction. Du coup, on va rentrer dans le dur du sujet sur cette table ronde autour de la thématique de la République. Quelle République du XXIe siècle? Pour vous donner, on va donner la parole à des jeunes gens issus de la société civile qui travaillent justement à cette reconstruction, à cette refondation de la République. Pour commencer, Nicolas Brien, président de l'European Startup Network, qui est un lobby européen des startups et qui appartient, qui défend, on va dire, la souveraineté numérique européenne contre le pouvoir grandissant des géants, des GAFAM. Donc, Nicolas, quelle place du numérique, des nouvelles technologies, des startups dans cette République du XXIe siècle? Je te laisse la parole. 10 minutes maximum. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel est l'événement
le plus marquant de la Révolution française? C'est à partir de cette question que je pense qu'on peut s'interroger sur la souveraineté numérique et en fin de compte son interaction avec la souveraineté technologique et la République. Souvent, quand on pense à la Révolution, à nos pères fondateurs de la République, on se dit c'est la prise de la Bastille, c'est l'assassinat de Marat, c'est Lafayette. Pour moi, l'événement fondateur de la Révolution française et qui aujourd'hui impacte au quotidien l'ensemble des hommes et des femmes sur la planète, c'est l'invention du mètre et du kilogramme. Nos révolutionnaires, nos pères fondateurs, savaient pertinemment qu'on ne change pas un système politique sans changer en profondeur les normes technologiques, les normes scientifiques. Ils ont jeté aux orties la toise, l'once, le pied pour adopter le mètre, qui était en fait la plus grande des révolutions françaises, puisqu'on passait d'un système où les normes technologiques, scientifiques, qui dictaient le quotidien des uns et des autres, étaient entre les mains des nobles, des sachants, à un système métrique qui était universaliste, qui avait vocation à rendre égaux les uns les autres. Et aujourd'hui, si je puis me permettre, Bachar el-Assad peut s'appuyer, c'est écraser la liberté, écraser l'égalité, écraser la fraternité. À la fin de la journée, son poids est en kilogrammes et sa taille est en mètres. Et je crois que c'est absolument fondamental de l'avoir à l'esprit, que c'est la plus grande des révolutions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les attributs de souveraineté, vous vous dites qu'est-ce qui fonde la République? C'est l'état civil, le cadastre, battre monnaie. Mais aujourd'hui, Facebook a plus de photos de vous que n'en auront jamais le moindre service de renseignement sur la planète. Google Maps est plus précis sur l'emplacement de votre maison que n'importe quel cadastre. Facebook est à la tête d'une des monnaies les plus puissantes devant l'euro ou le dollar. Et donc, si on interroge la République aujourd'hui, on se dit, elle est où la République? Elle est dans les assemblées ou elle est dans les sièges sociaux de la Silicon Valley? Et c'est pour ça que moi, je tenais beaucoup à être présent avec vous aujourd'hui. C'est notamment pour vous expliquer pourquoi on a traîné au tribunal par 2 fois Apple. Et je prononce le nom, et je sais que ça peut m'attirer des ennuis parce qu'ils ont des avocats qui sont assez hargneux. Mais je crois qu'il faut arrêter de se laisser marcher dessus par les géants technologiques. Il faut arrêter de se dire que les normes technologiques, les normes scientifiques qui nous énoncent, qui nous fabriquent, qui nous construisent, sont édictées depuis la Silicon Valley par des géants privés. On doit reprendre le pouvoir. Et donc comment on fait ça? Parce que je vois déjà Assia qui tient le chronomètre et qui m'indique que je dois passer aux solutions. Je suis au Parti radical de gauche, donc je vais être radical. On casse, on taxe, on éduque. On casse, il faut qu'on arrête d'avoir à Bruxelles des gens qui vont dire aux géants du numérique « c'est pas bien, vous êtes en situation de monopole, vous avez pris 100 millions, on va vous prendre 1 million d'euros d'amende ». C'est comme si on disait à un gamin qui a volé une dizaine d'euros « c'est mal, mais tu sais quoi, tu peux courir tranquille, on va te reprendre 1 euro ». Non, quelqu'un qui est en infraction, il est puni. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les géants du numérique sont punis quand ils sont en infraction. Donc, on casse. Quand on est en situation de monopole, on est un monopole. Un monopole, ça se casse. On taxe. Le 21 septembre dernier, c'est une journée extrêmement chère à mon cœur, c'est le 21 septembre. Donc le 21 septembre, c'est la journée mondiale contre Alzheimer. J'ai eu à vivre malheureusement cette expérience dans ma chair. Ce jour-là, on essayait désespérément de lever 1 million d'euros pour un projet de recherche scientifique qui pouvait absolument révolutionner les soins pour cette maladie. Et c'est le même jour où une start-up a réussi à lever 680 millions d'euros. Répétez plusieurs fois le chiffre dans votre tête, 680 millions d'euros, parce qu'ils font des cartes Panini virtuelles sur la blockchain. Ce jour-là, je me suis dit, on taxe. C'est absolument insupportable, cet écart qui s'est créé entre d'un côté des projets d'intérêt général où on peine tous à financer nos associations, on peine tous à financer la recherche contre la maladie, et de l'autre côté, des levées de fonds absolument hallucinantes. Et enfin, on éduque.
Merci. On éduque. Cette république, elle s'est construite par l'éducation, elle s'est construite par l'instruction publique. Il s'est passé un moment dans l'histoire des idées, dans l'histoire des technologies sur ce continent. Nous avons eu l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, 15e siècle. Nous avons eu l'invention des systèmes d'instruction publique un peu partout en Europe occidentale, et notamment avec Jules Ferry, à la fin seulement du 19e siècle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il s'est passé 4 siècles entre le moment où on a commencé à imprimer des livres et le moment où on a tous su les lire. Eh bien, je formule le souhait aujourd'hui devant vous qu'on reprenne ce chemin de l'éducation, de l'instruction publique par rapport aux technologies. Il est absolument anormal qu'on ait inventé toutes sortes de solutions, des intelligences artificielles, mais qu'aucun, et je le dis franchement, qu'aucun d'entre nous ne soyons capables de savoir exactement ce qu'il y a sous le capot. N'attendons pas 4 siècles entre le moment où on invente des intelligences artificielles et le moment où on sera tous capables de les lire. Merci Nicolas. Merci beaucoup pour cet éclairage et tu as tenu le timing. On te redonnera éventuellement la parole tout à l'heure si on a le temps d'en échanger. Bonjour Choukria Haïdar. Vous êtes présidente de l'association Negar Soutien aux femmes d'Afghanistan qui lutte contre les talibans pour le droit des femmes et des filles depuis 25 ans. Après la prise de Kaboul par les talibans en 1996, vous avez organisé des classes clandestines pour permettre aux filles d'avoir accès à l'éducation. J'aimerais et on souhaiterait effectivement avoir votre vision, vous qui avez connu l'Afghanistan, au sujet de la laïcité, du droit des femmes, de l'éducation et aussi du rôle de la France à l'international. Quel rôle la France doit aussi jouer sur le droit des hommes avec un grand H à l'échelle internationale. Oui. Bon, avec votre permission, je me mets debout. Je suis plus à l'aise. Tout d'abord, je salue toutes les personnes présentes dans cette salle et je remercie l'organisateur et madame de m'avoir invité et donné le temps d'expliquer et de lancer l'appel vers vous des calvaires qui vit aujourd'hui l'Afghanistan dans l'ensemble et particulièrement les femmes afghanes. L'intitulé de cette table ronde, c'est si joli, que ça fait rêver, que nous, malheureusement, on rame pour la ramener ce qui, depuis un mois et demi, on a perdu. Pour dire, comme vous avez évoqué, qu'il y a depuis 25 ans, les talibans ont pris Kaboul pour la première fois en 1996, où ma vie a basculé. Donc, j'ai commencé à créer l'association Negar Soutien aux femmes d'Afghanistan pour contester leur reconnaissance. À l'époque, personne ne savait que les talibans, c'était qui. D'ailleurs, l'Afghanistan, personne ne connaissait c'est où il se trouve et comment c'est. Il y avait beaucoup d'intellectuels assez renommés qui étaient spécialistes de l'Asie centrale. Ils prenaient comme thèse, comme explication, c'est la revanche des campagnes contre les villes. Donc, quelques personnes occidentalisées qui sont et contestent les talibans, et le reste, tout le monde est d'accord, c'est la culture du pays. Et moi, j'étais complètement, vraiment sidérée, parce que moi, je venais de ce pays. Quelqu'un qui se appelait intellectuel et spécialiste, il disait des choses que ça n'était pas du tout vrai. J'ai mon père d'un département, ma maman de l'autre département, et aussi de notre côté, de notre département. Donc, mais ce qui présente la culture ou les actions des talibans, c'est ni dans le nord, ni dans le sud, ni est, ni ouest, ni centre d'Afghanistan, n'existe pas. Donc c'est quelque chose cynique, barbare, et vraiment de manière la plus noire qu'on peut l'imaginer, on veut l'imposer à une population à l'échelle de toute la nation. C'est à cette date-là, c'est-à-dire en 1996, que les talibans ont sorti leur décret officiel
C'est par le décret officiel, ils ont éradiqué les droits les plus élémentaires des femmes afghanes. Sortir de la maison, les études, le travail, la musique, le mariage, c'est-à-dire tout ce qui peut porter de bonheur, de joie et la vie, c'était interdit. Donc, surtout les femmes, l'objectif à l'époque, pourquoi ils ont visé les femmes? Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas par bêtise. Non, ils avaient visé clairement, c'est-à-dire bien réfléchi. Où ils ont choisi l'angle de femmes. C'est-à-dire, bon, dans ce sens, il y a des hommes et des femmes. Vous comprenez très bien, en Afghanistan, pareil, après tant d'années de guerre, il y avait les femmes chefs de famille et particulièrement les hommes qu'on ne voyait pas. Ils souhaitaient mettre les hommes sous leur domination. Donc, l'axe des femmes, c'était très facile. Le fait qu'elles mettent les femmes hors sans droit, s'il y avait les chaussures d'une manière avec des talons ou de telle couleur, ou elles ne couvraient pas de tête à pied, ou s'ils sortaient tout seuls, non seulement qu'elle était frappée devant l'homme de sa famille, mais s'il était tout seul, on cherchait les hommes pour le frapper. Donc, quelque part, c'était bien visé à travers la femme quand elle rentre prisonnière et l'homme gardien de prison. Donc, c'était d'une manière enchaînée, dépossédé de sa pouvoir, l'homme à travers la femme. Donc, comme la femme elle est déjà sortie de tous ses droits, l'homme aussi enchaîné par la peur, elle est dominée. Et bien sûr, la famille était sous leurs ordres. Et les enfants, bien entendu, les pauvres, ils ne pouvaient rien faire parce que le papa avait peur des milices talibans et la maman n'avait pas le droit. Donc c'est ça, c'était bien visé. Et de l'autre côté, après tant d'années de guerre, comme dans tous les pays quand il y a la guerre, c'est les femmes qui font tourner la machine de la vie quotidienne. La majorité totale des médecins, des gens qui travaillent dans l'administration, les professeurs, tous c'était des femmes. Une fois qu'on sortait les femmes de travail, comme aujourd'hui, on paralyse la société. Et comme toutes ces femmes avaient leur salaire, le moment où on enlève ce salaire, la famine, la pauvreté s'installe. Et l'éducation, bien entendu, c'est, pour les filles et garçons, c'est supprimé. Et aussi dans la matière de l'éducation, il y avait toutes les matières sciences humaines, scientifiques, tout s'était enlevé, remplacé par la matière simplement religieuse. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc maintenant, pour résumer, à cette période, comme les gens ne connaissaient pas les talibans, je démarrais la sensibilisation, la mobilisation et amener vers l'action. Donc, je suis allée en France peut-être 3 fois pour sensibiliser, pour faire comprendre que les talibans, ce n'est pas l'issue de la société afghane, c'est une machine pour semer la terreur pour simple raison. De cette manière-là, forcer les forces vives de ce pays de quitter, soit qu'ils meurent par la famine et manque de soins et l'effet psychologique de soumission, ou qu'ils soient vraiment écrasés par terre. Où on avait vraiment, je ne sais pas, 3 millions de gens qui ont quitté le pays. Et la pauvreté, vraiment, c'était à l'extrême. Donc aujourd'hui, malheureusement, je raccourcis pour ne pas dépasser 10 minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, j'ai essayé de raccourcir. Donc, j'ai démarré 25 ans, on a lutté, on a fait une déclaration des droits fondamentaux de la femme afghane, où on a donné une sorte de chemin pour le soutien. J'ai démarré en France, cette déclaration, le soutien, elle dépassait la frontière de la France et de l'Europe. Elle est partie vers l'Amérique, en Asie, en Afrique, un peu partout. On avait visé 5 millions de signatures pour forcer les Nations Unies
pour respecter, dans cette déclaration de droits, il y avait 10 articles où il y avait le sport, la liberté de parole, la liberté d'action politique, le travail, les droits fondamentaux. Ce qui était très important dans le temps et aujourd'hui encore, que vous le savez plus ou moins mieux qu'à l'époque, j'ai vécu dans ce pays, j'ai fait mes études, je faisais des manifestations, je faisais des karaté, j'étais de sport. J'avais fait 2 années d'études de sport en Afghanistan. J'ai travaillé au comité olympique. Donc là-bas, la musique, c'est dans toutes les familles depuis la nuit de temps. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on dit toujours tous les acquis depuis 20 ans. Ces acquis, avant, dans le temps de mes grands-mères, elles existaient. Bien entendu, dans le temps, ça a changé comme échangé dans l'Europe. Les Européens du début du siècle, ce n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Ça a changé, c'est différent. Bon, là-bas, pareil. Mais tout en sachant qu'Afghanistan, c'est un pays tiers-monde, un pays de l'Orient, avec ses caractéristiques, avec ses moyens. Donc, ce terme qu'utilisent maintenant les talibans, ou certains intellectuels aujourd'hui, encore en France, ils sortent le même argument que la vraie culture des paysans, des campagnes de l'Afghanistan, c'est comme les talibans. Ce n'est pas vrai. Ce mode de pensée des talibans, ce n'est pas issu de la société afghane. Ce système étatique de la religion, comme elle met quelqu'un comme Amir al-Mouminin, on n'a jamais eu d'amir religieux dans le passé politique dans ce pays. Et ce fanatisme méchant, sauvage, pareil, l'islam de l'Afghanistan, c'est l'islam des Roumis. Il y a des gens qui connaissent, d'Avicenne, de Khayyam, si des gens qui connaissent, mais c'est un islam modéré, très ouvert, très tendre, qui respecte toutes les religions du monde. Donc ce sont des musulmans, comme ici, les gens sont catholiques. Ni plus ni moins. Aux catholiques, aux protestants, mais là-bas aussi, on avait des communistes, on avait des athées, des hindous, de différentes confessions. Aujourd'hui, d'ailleurs, les pauvres hindous, ils étaient massacrés sans cesse. Maintenant, dans le lieu de leur temple, on construit des mosquées. Des mosquées à la saoudienne, mais pas les mosquées des autres. Les chiites sont considérés comme infidèles à tuer. Et ils sont en train de massacrer les populations chiites en Afghanistan. Bon, enfin, il y en a beaucoup de choses assez ignobles qui sont en train de se passer. Cette groupe de talibans, que je regrette vraiment, l'arrivée en 2001 des forces occidentales en Afghanistan, qui sont arrivées avec beaucoup de bonne volonté de tous les gens, avec aussi d'aide économique, qui a apporté beaucoup, a permis vraiment une avancée dans la société à travers le pays. Il y avait beaucoup de gâchis, il y avait beaucoup de mal organisé. Ça, vous le savez, je pense, en tout cas, moi, on n'a pas le temps d'aborder. C'était vraiment anarchique. Mais surtout, le pire des choses, quand il y a un an, M. Trump a fait des accords avec les talibans. Ces talibans, eux-mêmes, ils les appelaient des terroristes. Actuellement, le ministre de l'Intérieur des talibans, les États-Unis a mis 5 millions de dollars pour que quelqu'un
de la capter, de la rendre aux Américains. Même ils ont doublé maintenant 10 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez juste évoquer, pour finir, Voilà, si je peux me permettre, Chokria, quelle place la France pourrait avoir finalement à l'international? Justement, je fais le raccourci. Je suis en train de faire le raccourci. Donc, cet accord honteux de M. Trump, qui est fait en dehors de la population d'Afghanistan, en dehors de l'État afghan, en dehors de la République de l'Afghanistan. Donc, ils ont fait cet accord pour simplement, il ne faut pas que les talibans touchent leur intérêt, les amis et leurs alliés. Mais par contre, durant cette période, les talibans ont augmenté leur violence 10, 20 fois plus. Mais vraiment partout. Quand on sortait de la maison, on ne savait pas si on pouvait rentrer vivante. Donc, aujourd'hui, on a imaginé que quand Biden arrive, il va changer cet accord. Mais non, au contraire. Il s'est précipité pour sortir. Dans cette précipitation, il y avait toute une organisation de placer le parti le parti des talibans le plus extrémiste, que M. Ashrafi, c'était le chef d'État, non pas choisi par le peuple. Le peuple avait voté pour une personne, on avait mis à la tête du gouvernement. Donc, elle a tout organisé de manière que les départements tombent les unes après les autres. Les soldats, les polices, en Afghanistan, ce n'étaient pas des lâches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que, voilà, ils ont cédé, ils ne peuvent rien faire. Les talibans ne sont pas forts, ils ne sont pas nombreux, ils sont très peu. S'il vous plaît, c'est pas vrai. S'il vous plaît. Donc, il y a d'autres intervenants et si on peut tenir alors, sur donc, le timing. Ils n'ont pas gagné l'Afghanistan. On a voulu le mettre en place. Maintenant, ma demande vers vous et de la République en France, c'est la clé des droits des femmes, des hommes et la liberté en Afghanistan, c'est la non-reconnaissance des talibans. Si on reconnaît les talibans, c'est-à-dire on reconnaît que les femmes n'ont pas le droit, les hommes n'ont pas le droit, les hommes sont obligés de laisser leur barbe longue. C'est-à-dire tout ça, la clé, c'est la vie, c'est difficile, mais si les talibans restent, ce sera pire. Donc, il faut travailler sur la non-reconnaissance des talibans à l'échelle. Au moins en France, je suis ravie d'être là, parmi vous. Donc, cette république qui est la France, il ne faut pas qu'elle reconnaisse les talibans et j'attends de votre part, vers l'Europe, de la même chose. On a des actions et je demanderai votre aide dans nos actions. Merci. Merci beaucoup, Chokria, pour ce témoignage émouvant. Vous avez parlé avec votre cœur. Merci pour tout. Reda Didi, c'est à vous, fondateur du think tank Graines de France, que vous avez créé depuis 2009. Ça me fait bizarre de vous voir, je vais tutoyer. Tu as fait plusieurs fois le tour de France dans les quartiers, dans les cités, et aujourd'hui, en 2021, tu travailles sur le rapprochement police-population, notamment dans les quartiers de reconquête républicaine. Là où, effectivement, le lien avec les institutions est souvent distendu. Quelle place de la sécurité dans cette République du XXIe siècle, et la question aussi de l'égalité des chances dans les quartiers, dans tous les quartiers finalement, et dans tous les milieux populaires. Merci Assia, je vais tutoyer du coup aussi. Très ému par le discours que vous avez eu, madame. Si j'avais pu vous laisser mon temps de parole, je vous l'aurais laissé avec plaisir. Merci de cette prise de parole. Juste peut-être un petit point de détail, on travaille sur la question de la relation police-population depuis 2009 et nous sommes une association apolitique. En fait, on travaille sur ce sujet-là en ayant identifié en gros deux problématiques, la question de la relation population-administration ou institution, et la question du leadership, comment faire émerger des quartiers populaires, des leaders en capacité d'être des rôles modèles positifs. On part sur la création et l'identification de ces problématiques avec, après 2 ou 3 constats.
dont le premier, qui est un peu compliqué, qui est sur la question de les positionnements sur les quartiers populaires ont toujours un discours victimaire. On n'était pas du tout là-dessus. Voilà, on voulait dépasser ce discours victimaire, dépasser cette relation police-population qui pouvait parfois être compliquée en essayant d'y apporter des solutions. Ça, c'était le premier point. Toujours dans le constat, cette idée que dans les quartiers populaires, finalement, ne sont qu'un miroir grossissant de ce que sont les problèmes de la France. C'est-à-dire qu'on pourrait évoquer les problèmes économiques, sociaux, écologiques, de sécurité qui sont vrais partout en France et qui sont encore plus aigus dans nos quartiers. Et puis le troisième constat qui nous repart, c'est qu'on voulait remettre, et je dis ça à une organisation laïque, l'église au milieu du village. Dans le sens où ouais, on peut mettre la mairie aussi. Voilà, vous mettez l'église au milieu du village. L'idée étant que de ces quartiers populaires sortent aussi des gens qui ont décidé d'épouser la carrière de police. Et que je me suis aperçu que parfois ces gens-là qui avaient décidé d'être policiers étaient très mal perçus quand ils revenaient dans leur quartier populaire. Bon, l'idée, après on perçoit un peu comme on veut, qui on veut, mais que entre guillemets, garçon mauvais qui parfois peut être un dealer et à côté le policier et qu'on ait un peu plus de respect pour le dealer de la part des jeunes générations plutôt que pour le policier, venez m'interroger, venez me gratter, venez me dire là on a loupé un virage. Du coup, on a mis en place plusieurs actions et qui, pour nous, œuvrent sur les deux problématiques que tu as évoquées, Assia, c'est-à-dire la question de la sécurité et la question de l'égalité des chances. Sur la question de la sécurité, il ne faut pas qu'on se trompe, en fait. Nous, ayant fait le tour de France et en continuant là à la Toussaint, c'est notre métier, on a une forte demande de la part des habitants des quartiers populaires d'avoir de la sécurité. D'avoir de la sécurité, d'avoir du policier, d'avoir du bleu, d'avoir des gens compétents, d'avoir des gens formés. On n'a pas de sujet là-dessus. Donc, qu'ils puissent avoir des moyens pour pouvoir intervenir, et en termes d'effectifs et en termes de locaux, qu'ils puissent aussi pouvoir créer un lien particulier avec des policiers. C'est-à-dire que les actions qu'on a pu mener à travers les quartiers nous ont démontré que, et de la part de la police, on travaille avec tous les syndicats policiers, pour ne pas être encarté, et de la part des habitants, ce lien police-population est quelque chose d'important et qui contribuait à la sécurité, du territoire. Enfin, il y avait l'idée, mais globalement, qu'on ne peut pas être sur un territoire où finalement, parfois, quelques gamins puissent prendre à partie tout un quartier. C'est-à-dire, on connaît tous les histoires des halls d'immeubles squattés où on peut vous demander. Ça existe. Ça existe. Et plus on s'éloigne de Paris, en fait, et parfois, plus on peut être étonné sur des villes dont je ne citerai pas le nom, et où ça existe aussi, alors qu'elles sont totalement en province. Donc, il a fallu agir là-dessus. Je reviendrai dans un second temps sur les solutions, nous, qu'on a pu développer. Je passe au second point, qui est l'égalité des chances, et qui, à mon avis, est le pendant de cette question-là. C'est-à-dire que, et je pense que vous êtes l'organisation qui peut peut-être articuler à ça, est-ce qu'on est capable dans ce pays d'articuler une vraie politique, une vraie vision sur les questions de sécurité, tout en attachant la question de l'égalité des chances? Est-ce que c'est possible intellectuellement de pouvoir penser ça? Est-ce que c'est possible de ne pas laisser à une famille politique les questions de sécurité et à l'autre famille politique les questions d'égalité? Bon, parce que moi, je ne me retrouve pas sinon, en fait. J'aime pouvoir articuler les deux et qu'on puisse avoir un concept qui puisse y aller. Et le constat qu'on fait sur nos territoires par rapport à ça, c'est que, il faut qu'on se le dise, parfois la méritocratie est en panne. C'est-à-dire qu'on a des Bac+5 qui aujourd'hui n'arrivent pas à retrouver leur place dans notre société encore aujourd'hui. Parce qu'on a parfois l'impact négatif par rapport aux rôles modèles qui sont encore sur les territoires. C'est-à-dire qu'on a des vases communicants dans nos quartiers populaires. Les gens passent et quand ils réussissent, ils sortent de ce quartier-là. Et du coup, leur réussite et le fait de servir de modèle, en fait, ne jouent plus parce qu'ils sont plus présents. Et le quartier reçoit des gens encore plus pauvres et donc encore plus dans une situation délicate qui n'ont pas à venir des modèles pour cette jeune génération. Voilà, donc maintenant je passe aux solutions sur lesquelles nous on a travaillé pour pouvoir répondre à ça. Les questions de sécurité, nous on intervient sur
plusieurs territoires, là où on nous demande, plutôt sur les quartiers de reconquête républicaine, donc les quartiers les plus difficiles de France sur ces sujets-là. Et on a des dispositifs à la journée où on amène à recréer du lien entre la police et la population de façon un peu complexe, que je ne veux pas développer là parce que ce serait un petit peu long, mais avec cette idée de permettre aux jeunes de pouvoir vider leur sac sur cette question, et puis à la fin de pouvoir avoir un rapport plus sain, ou en tout cas humanisé et ne pas rentrer dans la caricature de l'image qu'ils ont du policier. Et nous, l'objectif à la fin de ces ateliers, c'est que nos jeunes puissent repartir de nos ateliers avec plus de questions que de réponses. On ne porte pas de bonnes paroles, on n'est pas des messies. Par contre, on les amène à développer leur capacité critique sur cette relation, police-population. Ça, c'est une première action qu'on mène. Et la seconde, c'est sur la question des rôles modèles. C'est-à-dire comment on ouvre et comment on amène cette jeune génération qui sont des pépites, hein, pour les rencontrer toute l'année, les 10-17 ans, c'est vraiment des diamants bruts. La question qui se pose à nous tous en tant qu'adultes, c'est de savoir qui va les tailler. Et quels sont les tailleurs qui vont être autour d'eux. Voilà, si je prends cette image. Le problème, c'est que sur les territoires, on n'a peut-être pas toujours les bons tailleurs. Et qu'il y a encore des difficultés qui sont présentes, dues à des politiques et dues, j'ose le mot, même si j'ose le mot, dues à une forme de clientélisme parfois, par des élus locaux. Voilà, où on ne met pas en face à face les bons adultes face à ces jeunes. Et donc, ils se retrouvent en incapacité de pouvoir leur ouvrir leurs horizons, en incapacité de pouvoir les faire respirer. Et donc, l'idée pour nous de ces quartiers-là, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres et de pouvoir recruter à travers la France des rôles modèles accessibles, pas des Zinedine Zidane, pas d'autres qui ne sont pas du tout accessibles. C'est des modèles, mais pas du tout accessibles. Des gens accessibles qui sortent du quartier, qui sont devenus avocats, qui sont devenus experts comptables, qui sont devenus plombiers, qui sont devenus chefs d'entreprise, qui sont devenus patrons d'associations. Et qui puissent, après avoir été outillés, retourner sur leur quartier pour raconter leur histoire, sans langue de bois, en racontant le parcours qu'ils ont eu, et en disant à quel point ce pays peut permettre à tous ceux qui ont un peu de volonté de réussir et de dépasser les différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, et de casser ce plafond de verre. Donc je conclurai sur ce propos pour rééquilibrer les paroles qui ont été apportées. Sur nous, notre objectif, c'est vraiment de recréer des ponts. À un moment où le discours politique peut être de construire des murs et de fractionner un peu notre société, de développer cette capacité à rêver des jeunes générations, tout en articulant et en identifiant bien que sur nos territoires, les problématiques de sécurité sont réelles et qu'on doit y apporter une réponse. Merci beaucoup, Reda. On viendra volontiers sur une de tes étapes dans ton tour de France pour échanger et partager ce que tu fais. On va donner la parole à Éric Nolot. Je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît, éditeur et essayiste. Alors nous avons invité car nous aimons la contradiction dans ce parti et les débats. Vous vous êtes toujours revendiqué de la gauche républicaine. Et en même temps, je me permets de vous interpeller sur ce que vous avez pu dire dans un article notamment de Libération, que vous seriez prêt finalement à voter Éric Zemmour au deuxième tour et à cautionner finalement son discours. Alors je vous avoue que nous n'arrivons pas à comprendre cette démarche qui est finalement pour nous un non-sens. Mais là, je vous laisse la parole pour pouvoir y répondre et éventuellement réagir à ce qui a été dit juste avant. Oui, pour moi, l'essentiel, c'était de réagir à ce que j'ai entendu exprimer 2-3 idées simples qui sont les miennes depuis longtemps, mais je veux bien répondre d'abord à votre objection. D'abord, il faut rétablir l'exactitude. J'étais placé dans cette conversation avec un journaliste de Libération dans un cas extrêmement hypothétique d'un second tour entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est assez hypothétique. Donc c'est pas, je ne dis pas je vais voter Zemmour au premier tour ou je vote Zemmour dans les deux cas. Je dis simplement que d'abord l'amitié joue un grand rôle dans ma vie, mais ça peut pas être tout en politique. Mais je dis simplement qu'entre une personne, Éric Zemmour, avec laquelle j'ai débattu en toute liberté pendant 15 ans, et une autre personne, Jean-Luc Mélenchon, quand il vient à Balance ton poste, qui exige mon éviction, c'est-à-dire qu'il exige que je ne sois pas présent sur le plateau. Et si on n'obtempère pas à cette demande, eh bien, il ne viendra pas. Je dis que mon genre de beauté démocratique penche plutôt pour Zemmour dans ce cas-là. Je préfère quelqu'un
qui accepte la contradiction plutôt que quelqu'un qui pose des conditions et qui demande que son principal contradicteur, puisqu'il me voit comme ça, soit en coulisses. Après, dans ce même article, il est question des choses qui me séparent fondamentalement d'Éric Zemmour, que je lui ai exposé à la fois dans un cadre privé, dans un cadre public, dans nos innombrables émissions. Le Point, dans le temps, avait fait une démarche un peu perverse en me demandant de faire un article sur le suicide français d'Éric Zemmour, et je faisais déjà les mêmes objections que je viens de réitérer sur des choses qui me tiennent à cœur, et je citais l'islam, les femmes, Pétain. 10 ans plus tard, ce qui me sépare en profondeur d'Éric Zemmour, les femmes, enfin sa vision des femmes, sa vision de l'islam et sa vision de Pétain, tout particulièrement avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Après, je peux pousser l'analyse un peu plus loin. Je pense qu'entre l'extrême droite et la gauche woke, je mets un signe d'égalité, de danger pour la gauche authentique que vous représentez ici, la gauche laïque, la gauche républicaine. J'aurais même tendance à considérer la gauche woke comme plus dangereuse parce que l'extrême droite nous pousse à raffermir nos opinions, nos convictions, alors que la gauche woke est en train de nous tuer. La gauche woke est en train de nous étouffer. La gauche woke, c'est celle qui a droit au chapitre en permanence dans les médias, sous une forme de propagande absolument inouïe. Et pendant ce temps-là, on n'entend pas la gauche qu'encore une fois vous représentez ici. On ne l'entend plus. Et quand vous vous reportez aux intentions de vote, vous voyez que cette gauche-là, notre gauche, est en voie de disparition. Donc voilà ce que je suis venu dire ici, qu'il faut absolument que la gauche change. Et je vous remercie de votre invitation parce que je vais un peu personnaliser mon propos. Je ne suis pas un homme politique, ou peut-être devrais-je dire je ne suis pas encore un homme politique, puisque vous avez remarqué qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'un représentant de la société civile ne déclare son intention de participer à la prochaine présidentielle. Andy Warhol nous avait promis un quart d'heure de célébrité à tous, mais il avait oublié de préciser que ce serait un quart d'heure de célébrité présidentielle. Je personnalise mon propos en disant que j'avais tout juste 20 ans en mai 81. J'avais 20 ans au temps du triomphe d'une certaine gauche que j'appelais de mes voeux. Même si j'étais gamin, le septennat Giscard d'Estaing nous semblait très très long. On voulait que Mitterrand arrive. 40 ans plus tard, je fais le bilan, et ce qui domine en moi, c'est des sentiments mêlés, des sentiments de consternation devant l'état de la gauche, un sentiment de tristesse. Il entre beaucoup de sentiments dans ma perception de la situation. Il y a un seul sentiment auquel je ne cède pas, c'est la résignation. Je ne suis pas résigné parce que je crois une chose très simple. Je crois que l'affaissement de la République est très étroitement lié, corrélé même, à l'affaissement des valeurs de gauche. Si nous rétablissons, si nous restaurons les véritables valeurs de gauche, pas celles qui sont portées par le wokisme, nous restaurerons la République en même temps. Ces valeurs, on ne va pas toutes les énumérer, il y en a deux qui me tiennent à cœur et je ne pense pas être le seul dans cette salle, c'est la laïcité et l'autonomie de l'individu par l'instruction. Remettons les barbelés laïques autour de la République, remettons les barbelés laïques autour de l'école publique et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. La République s'en portera beaucoup mieux et la gauche s'en portera beaucoup mieux. À mon avis, il n'y a pas de tâche plus importante. Et tout ce que j'ai entendu s'inscrira très naturellement dans cette République restaurée, dans cette gauche restaurée. Nicolas parlait de l'instruction. L'instruction retrouvera sa place. L'instruction en France, ce n'est pas d'éduquer les jeunes générations à tous les thèmes en vogue, c'est de leur transmettre les savoirs fondamentaux, afin qu'ils deviennent des citoyens capables de réflexion en toute autonomie. Ce n'est pas de leur donner la béquille de je ne sais quelle théorie indigéniste ou multiculturaliste. Voilà. Rétablissons l'école dans sa laïcité et dans sa mission première. Les femmes afghanes, ce thème aussi trouvera sa place. Il y a quand même un ancien candidat de la France insoumise qui a reproché à Coco, la dessinatrice vedette de Libération, de s'acharner sur les talibans. On s'acharne sur les talibans, figurez-vous. On s'acharne sur un régime qui plonge ce pays dans l'obscurantisme le plus crade, le plus rétrograde. Voilà où on en est. Et je n'insiste pas sur les femmes, je crois qu'on a très bien parlé. Quant à Reda, qui veut jeter des ponts, on ne peut pas jeter des ponts entre les individus si vous leur expliquez toute la journée qu'ils sont ceci ou cela avant d'être des Français ou avant d'être des membres de la République française. C'est contradictoire. Donc, remettons toutes ces valeurs, merci beaucoup, remettons toutes ces valeurs au centre de notre discours de gauche et nous sauverons la République en même temps, car ce n'est pas seulement la gauche qui est en péril, c'est la République qui est en péril. Il est minuit moins 1, nous avons encore 1 minute
pour nous réveiller. Et plutôt que de chipoter sur telle ou telle phrase sur mon positionnement de deuxième tour, on ferait mieux de retrousser nos manches et de s'y mettre tout de suite, parce que sinon, on va se réveiller dans un pays où, pour l'instant, l'extrême droite est à 40%, tout candidat confondu, mais demain, elle sera à 51%, et il sera trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Merci. Mais effectivement, des personnes se sont mises au travail depuis un certain temps et je vais laisser la parole notamment à Baptiste Fournier, qui est coordinateur du manifeste pour une échelle humaine. Ce manifeste initié par 40 acteurs de la vie civile, appartenant à une génération montante, qui propose un autre chemin pour la démocratie, la décennie qui s'ouvre, celui d'une république écologique et altruiste. Merci Assia. Et merci au Parti radical centre-gauche de m'avoir invité et de nous avoir invité, de nous donner l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer à ce sujet. Par rapport aux propos d'Éric, justement, ça me permet de faire une excellente transition. On a justement, nous, essayé d'éviter de rentrer dans ce débat de gauche woke qui nous paraît être aujourd'hui minoritaire, en fait, et qui concentre, de notre point de vue, beaucoup trop d'attention. Ils ne sont, je ne sais pas si je devais les estimer, peut-être qu'à 5% d'intention de vote. Je ne sais même pas comment les quantifier. En revanche, on est parti d'un constat. Le constat, c'est celui d'une extrême droite qui, en ce moment, est aux alentours des 30 à 35%. Et que cette extrême droite est un véritable danger pour notre société, pour notre civilisation d'une certaine manière, mais aussi pour la République, puisque on sait que certains, d'ailleurs, portent aujourd'hui des attaques extrêmement violentes à son égard pour basculer dans une forme de nationalisme le plus rétrograde. Donc, on est parti de ce constat pendant le Covid avec quelques amis. On avait le temps d'écrire, d'échanger. On s'est voulu un peu générationnel aussi, d'une certaine manière, se disant qu'aujourd'hui, notre génération était un peu désincarnée dans le contexte national, voire mondial. Et on est parti de 1989 et en fait la fin des idéologies. Cette fin des idéologies, pour nous, elle a été extrêmement compliquée à gérer dans notre engagement politique, puisqu'on a évolué dans un monde sans repère, quelque part, et avec une perte de sens. Or, en parallèle, au moment vraiment de nos premières prises de position, on a constaté que ça remontait généralement aux alentours du 11 septembre 2001. Nous avons vécu un enchaînement de crises, que ce soit 2001, 2008, 2019, avec toujours ces éléments de plus en plus inquiétants, angoissants pour nous-mêmes et nos concitoyens. Or, en face de cela, un discours d'extrême droite, radical et en fait civilisationnel, totalement aujourd'hui incarné par Éric Zemmour, d'où sa montée en puissance. C'est un travail qui avait été élaboré de longue date par d'autres, des intellectuels, des penseurs, certains cadres politiques. On voyait que de notre côté de l'échiquier, on n'avait pas les réponses adéquates pour essayer, parce que le sujet, il est civilisation contre civilisation. Ce ne sera pas une question de jeter l'anathème sur Éric Zemmour, de le qualifier de fasciste ou autre. Ça ne fonctionnera pas. On a besoin de rétablir un discours puissant. Ce discours puissant, on l'a voulu d'abord se concentrer autour justement de la République, parce que ça nous paraissait être aujourd'hui un des aspects à gauche qui créait le débat et qui, d'une certaine manière, ne permettait plus à la gauche de discuter collectivement et d'essayer de recréer une forme de majorité. On a, dans ce cadre-là, voulu mettre aussi cette notion d'écologie au cœur de ce pacte républicain. Chloé, signataire du manifeste, développera un peu plus en avant le propos à la suite du mien, mais de se dire que par rapport à notre urgence générationnelle, c'était celle du climat, et que dans ce cadre-là, elle devait représenter une centralité à nouveau aussi autour et l'articuler avec le discours républicain. Enfin, on a aussi essayé de développer la notion d'altruisme, qui paraît être pour nous aujourd'hui essentiel. Ça rejoint un peu le propos aussi de Nicolas sur le numérique tout à l'heure. Comment on arrive à recréer des lieux de citoyenneté où on est enfin en capacité à nouveau de dialoguer, de s'écouter, de s'entendre. Car dans nos bulles cognitives sur Twitter, Facebook et autres, on voit bien ce débat démocratique, cette dispute qui est nécessaire à toute vie en société, aujourd'hui, elle est gravement remise en cause par certains.
Donc ce livre aujourd'hui, ce manifeste, ne s'est pas voulu comme un programme politique, mais simplement la première pierre d'une démarche qui est pour nous fondamentale, qui est celle de remettre un peu de doctrine dans le débat, un peu d'apaisement, un peu de raison aussi, avant éventuellement d'envisager de formuler des propositions qui sont en cohérence avec ce manifeste, parce qu'il y avait aussi de notre point de vue un constat assez inquiétant, et je suis très fier aujourd'hui d'être parmi vous, parce que ça fait plusieurs années que je ne m'étais pas retrouvé à titre personnel avec autant d'enthousiasme que ce matin autour du discours de Richard Malka. Mais disons-le, les partis de gauche ces dernières années ont, hélas, pas travaillé. C'est-à-dire qu'on a fait porter beaucoup, par exemple, à François Hollande ou d'autres, mais que s'est-il passé en 4 ans et demi? Je vous le demande, les amis. Je vous le demande, sauf que nous sommes à un moment, aujourd'hui, de bascule, à 6 mois d'une échéance qui est majeure pour notre pays. Et je pense que les priorités, aujourd'hui, qu'on évoque dans ce manifeste, peuvent rassembler la majeure partie, ou en tout cas la majeure partie des gens de gauche, et peut-être même une majeure partie des Français, si tant est qu'on la clarifie, qu'on clarifie nos positions, et qu'on évite, encore une fois, d'essayer de juger l'un ou l'autre pour ses prises de position passées ou présentes, mais qu'on essaye de l'emmener avec nous sur de nouvelles prises de position d'avenir. C'est un enjeu pour nous qui est déterminant dans les 6 mois, mais aussi sur la décennie. On ne veut plus simplement se dire qu'on est passif face à ces crises et qu'on peut faire en sorte de se réconcilier, de réconcilier une partie du pays et à tout le moins une partie de la gauche, d'ores et déjà, dans les semaines qui viennent. Merci Baptiste. Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, chargée des questions notamment européennes au sein du Conseil scientifique de l'Institut. Je te laisse développer la partie écologie républicaine. Absolument, merci beaucoup Assia. Alors comme je le disais tout à l'heure à mes camarades de table, avec qui j'ai partagé un excellent magret de canard, c'est Janine, Guillaume, je suis de la génération 89, je suis née un peu après 89, mais je fais partie de cette génération qui porte ce manifeste pour une échelle humaine, à qui on avait promis la paix, la prospérité, et qui n'a connu que des crises. La crise de 2001, le terrorisme international, la crise de 2007-2008, la crise économique, dernièrement la pandémie de Covid-19, et une crise qui les chapeaute toutes, c'est le mur climatique. Donc je suis d'une génération, si vous voulez, qui a grandement besoin d'ordre, mais pas d'un ordre arbitraire, d'un ordre républicain, qui a besoin de reprendre le contrôle de son propre destin et qui se pose la question, que peut-on espérer? C'est Richard Malka qui le disait ce matin. Quand on a 18, 25 ans, 30 ans aujourd'hui, c'est quoi la transcendance en fait? Que peut-on espérer? Et c'est la question que je me pose et c'est la question qui me meut dans mes engagements. Et je fais aussi partie d'une génération qui s'est formée à la politique en dehors des partis politiques. Moi, je préside une association, je co-dirige un think tank, j'essaie humblement de contribuer et de m'engager dans la société, mais je ne le fais pas pour l'instant au sein d'un parti politique parce qu'on a l'impression que ce n'est plus là que les idées se forment, ni que le monde se change. Alors j'espère, et ma présence aujourd'hui en atteste, que cela va changer. Et j'ai trouvé aujourd'hui au Parti radical de gauche une générosité, une chaleur, avec le moment magnifique que nous avons vécu ce matin, qui est rare, à mon sens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie républicaine parce que l'événement qui nous rassemble, il s'appelle Planète République. Planète République. Et je crois que la République, au XXIe siècle, elle devra être écologiste. Pourquoi? Écologique. Parce que d'abord, sans écologie, on va vers un monde de la pénurie, de la rareté, et on va vers un monde où la France ne serait plus la France, où les principes républicains seraient en danger. Car comment faire République si on laisse cette angoisse climatique monter, nous diviser? Comment faire République si notre monde commun se délite? Comment rester la France si on laisse les degrés monter, 1, 2, 3? Que deviendront nos champs de vignes? Que deviendront nos champs de blé? Que deviendront nos champs de pommiers? C'est ça aussi la France. La France, c'est la première destination touristique du monde. On a un rapport particulier à nos espaces naturels, à notre nature. On a une grande tradition de rationalisation de la nature, c'est la tradition cartésienne. Pourtant,
Nous n'avons pas détruit nos espaces naturels, notre nature est belle. Nous sommes aussi une puissance agricole. Nous avons une des gastronomies les plus renommées au monde. Et donc nous avons un rapport particulier avec l'écologie et avec la préservation d'un bien commun que nous avons et qui est très étroitement, je crois, lié à la nature. Et donc je veux vous dire que parce que vous êtes de grands républicains au PRG, vous devez être de grands écologistes. Parce qu'aujourd'hui, le mur climatique, il menace la République et les principes républicains. Alors qu'est-ce que ça doit être une écologie républicaine? Qu'est-ce que c'est? C'est déjà une écologie qui postule l'importance de la loi commune qui doit s'appliquer à tous pour porter les grandes transformations écologiques. Ce n'est pas une écologie qui croit dans l'effondrement, ce n'est pas une écologie collapso, ce n'est pas une écologie qui va faire qu'on va tous se réfugier dans notre petit jardin, cultiver nos carottes et attendre la fin du monde. Ce n'est pas non plus une écologie technosolutionniste qui va tout attendre du progrès technique pour nous permettre de consommer toujours plus. C'est une écologie de la raison et de la science, c'est une écologie qui croit en une forme de sobriété, et c'est une écologie qui croit en la puissance de la loi commune pour organiser la transformation. Ce n'est pas une écologie qui va dire aux gens « ne prenez plus votre voiture » et qui va augmenter le prix de l'essence. C'est une écologie qui va faire en sorte que les gens n'aient plus à dépendre de leur voiture. Voilà ce que c'est une écologie du collectif et de la loi collective. C'est aussi l'écologie républicaine, une écologie sociale. Pourquoi ? Parce que les inégalités économiques, les inégalités sociales, ce sont aussi des inégalités environnementales. Ceux qui polluent le plus, déjà, ce sont les plus riches. Un Français aujourd'hui qui fait partie des 10% les plus riches consomme 4 fois plus qu'un Français qui fait partie des 10% les plus modestes. Pourtant, on a voulu faire peser sur ces Français les plus modestes le coût de la transition écologique avec la hausse du prix de la taxe sur le carburant. Et ce sont aussi les plus pauvres qui pâtissent le plus du changement climatique. La pollution de l'air, c'est 50 000 morts prématurées par an, et ce sont les gens qui habitent au bord du périphérique, qui sont dans des logements mal isolés, etc. Donc ceux qui meurent le plus du changement climatique, ce sont aussi les plus pauvres. Donc une écologie républicaine, elle va affirmer haut et fort que chacun doit payer sa juste part dans la transition écologique. Et je terminerai juste sur une petite anecdote. Vous avez vu, au début de l'été, il y a des milliardaires qui se sont envoyés dans l'espace pour faire du tourisme. Alors, et qui ont dépensé des milliards de dollars pour ce faire, et qui, en 10 minutes de voyage dans l'espace, ont pollué autant qu'1 million d'individus dans une vie entière. Donc, comment est-ce qu'on peut cautionner que, quand on est riche, on a le droit de polluer, et on a le droit de prendre une fusée, et on va dire aux pauvres de ne plus prendre leur voiture? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est absurde. Donc une écologie républicaine, c'est une écologie qui croit dans la puissance publique pour organiser la transformation nécessaire, et c'est une écologie juste sociale. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Frédéric Potier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Ton dernier essai, Pierre Mendès France, la foi démocratique consacrée aux idées politiques de cet homme d'État. Ah, tu l'as. Donc pour toi, c'est quoi une république moderne? Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureux d'être là et merci à Guillaume Lacroix pour son invitation au Parti radical de gauche. En écoutant les différents intervenants et en vous écoutant vous, madame, en particulier, je me suis dit, grâce à Dieu, la France est une république laïque et démocratique. Et ça résume un peu ce que moi j'ai découvert chez Pierre Mendès France, parce qu'on en parlait au moment du café avec quelques amis. Je crois qu'on a tous été bercés par cette image de Pierre Mendès France, immense figure de la gauche française, presque impressionnante, avec beaucoup de témoins qui rappelaient son éthique de la République, sa sévérité, son exigence. Et en fait, je crois que cette image de perdant magnifique, finalement, parce que Pierre Mendès France est resté peu de temps au pouvoir, elle a complètement occulté ce qu'ont été ses idées politiques. Et il se trouve un peu comme Baptiste et d'autres, moi, pendant le confinement, j'étais un peu désœuvré, et moi, mon réflexe, dans ces cas-là, c'est que je me replonge dans des grands classiques. Et des grands classiques politiques et des discours politiques, donc voilà, nul n'est parfait. Et en lisant un discours de Pierre Mendès France, puis un deuxième, puis un troisième, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un fil rouge dans cette pensée qui était riche, parce que Pierre Mendès France,
écrit sa thèse de droit en 1929, et il meurt en 1982 sur sa table de travail en rédigeant une note sur la planification démocratique. Et donc on a presque 50 ans de pensée politique très vive, très riche, avec des questions économiques, des questions sur les institutions, la décolonisation, l'Europe, et tout ça a été un peu oublié. Et je pense que c'est au rôle des radicaux de gauche et à la gauche en général, hein, de rappeler cette grande figure, cette grande boussole au moment où on semble un peu perdu. Alors peut-être sur ce fil rouge qui est la démocratie chez Pierre Mendès France, moi j'évoquerai peut-être 4 points, mais je ne serai vraiment pas très long. D'abord, il y a cette idée qu'il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de messie. Ce n'est pas une figure comme ça sortie du néant qui va nous sortir de tous nos problèmes. Chez Pierre Mendès France, il y a la conviction que la démocratie, c'est la démocratie totale, la démocratie généralisée, du citoyen jusqu'au gouvernement, avec un travail entre les deux pour expliquer des idées, les défendre, donner des sens aux priorités, et puis assumer démocratiquement. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, chez Pierre Mendès France et la démocratie, je trouve, c'est dans le domaine économique. On parle beaucoup de relance, on parle beaucoup de programmes d'investissement. Alors on peut avoir des critiques sur les montants, le calendrier, etc. Mais je crois qu'il y a une critique qui n'a pas été suffisamment portée sur ce qu'a fait le gouvernement, c'est la façon dont ces plans de relance et ces plans d'investissement ont été conçus et discutés. Est-ce que ces plans ont été discutés avec les élus locaux? Est-ce qu'ils ont été discutés avec les syndicats? Est-ce qu'ils ont été discutés avec les fédérations de start-up et d'entreprises? Non, je ne crois pas. Et donc on nous lance comme ça 30 milliards d'euros. Alors peut-être que c'est bien, il y a des secteurs qui sont privilégiés, etc. Moi, je ne suis pas économiste, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais c'est là où on voit qu'il y a une première limite quand même dans la façon de gouverner actuelle, c'est-à-dire qu'on utilise des moyens publics et on les déverse comme ça, sans concertation. Donc deuxième limite, l'économie. Et troisième sujet, et ça Chloé en a un peu parlé, sur l'Europe. Pierre Mendès France qui a cette image un peu dans nos manuels d'histoire de figure un peu centriste, un peu modérée. Au fond, c'était un vrai radical, quoi, Pierre Mendès France. Et en 1957, il vote contre le traité de Rome. Il vote contre le traité de Rome et la construction de l'Union européenne pour 2 raisons. La première, c'est qu'il dit désolé les gars, enfin c'est moi qui... il ne parlait pas comme ça, c'est Frédéric Potier qui parle comme ça. C'est la gauche canard avec David Jez, on parle un peu comme ça avec l'accent qui revient des fois, mais qui disait les gars, désolé, mais là on est en train de fabriquer un truc qui n'est pas démocratique. Et il vote contre la construction européenne parce que justement il ne retrouve pas dans les institutions européennes cette foi démocratique qui l'anime, et cette forme de responsabilité politique qu'on doit trouver chez chacun, et surtout de ceux qui prennent les décisions. Et la deuxième limite, c'est que cette construction européenne, en fait, elle intervient au moment où notre industrie, notre économie n'est pas prête, et il dit on est en train de... Enfin, voilà, on ne tiendra pas le choc, et l'histoire lui a donné quelque peu raison, puisque la reconstruction s'est faite plus vite et de manière plus dynamique aux Pays-Bas, en Allemagne, et pas en France. Dernier sujet que je voulais évoquer sur cette foi démocratique, et parce qu'après je crois qu'il y a les parlementaires qui parlent, c'est la politique étrangère. Et là encore, je trouve que c'est un merveilleux exemple. On l'a vu avec cette crise des sous-marins dont on nous a beaucoup parlé dans les médias. Quelle a été la réaction de la présidente de la République? Ça a été de rappeler nos 2 ambassadeurs. Super, vraiment super. Donc on a rappelé nos ambassadeurs, on a dit attention, on a rappelé nos ambassadeurs, on a passé un petit coup de fil à Biden et on a renvoyé les ambassadeurs. Tout ça pour dire quoi? On a une politique étrangère en fait qui est très gaullienne, très mitterrando-gaulienne, qui est fondée sur le spectaculaire, la gestuelle, le théâtre, des grandes déclarations. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est démocratique? Non. Et Pierre Mendès France était, lui, partisan d'une politique étrangère beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus efficace, beaucoup plus ouverte sur nos alliés, et beaucoup plus sincère et beaucoup plus transparente. Et c'est ça qu'il faut que je pense qu'on puisse retrouver aujourd'hui, parce que sur tout un tas de sujets, cette politique étrangère, elle n'est pas démocratique. Alors en conclusion, comme ça j'aurais tenu le temps, juste en conclusion, moi je veux dire qu'on est dans une période un petit peu particulière. Je ne sais pas si on est à minuit moins 1, je ne sais pas si on est en 1788, comme le disait Pierre Mendès France, mais en tout cas, l'heure, elle est effectivement assez grave. Elle est assez grave, et moi j'ai un peu l'impression d'être dans un grand repas de famille, alors là on est assez nombreux, mais dans un grand repas de famille, et puis il y a au bout de la table, il y a un grand-oncle, que pendant des années on a mis vraiment au bout de la table. Alors on l'a mis à table parce qu'il était un peu raciste, il était un peu machiste, il était xénophobe, il disait beaucoup de conneries, et donc il avait à côté sa femme qui disait « Chérie, tais-toi. » Le problème c'est qu'aujourd'hui, ce grand-oncle raciste, xénophobe, machiste au fond de la table, il est candidat à l'élection présidentielle. Le deuxième problème, c'est que les médias lui ont fait une place démesurée et que personne ne riposte. Alors moi, je vous le dis à vous, amis radicaux de gauche, ne soyez pas des démocrates timorés. Ne soyez pas des défenseurs de l'état de droit
scrupuleux ou mitigé. Soyez ambitieux, soyez agressifs. Chaque jour va compter et chaque voix va compter. Donc merci beaucoup à tous. Et Guillaume, merci de ton invitation. Merci. Éric, oui, je vous laisse réagir. Oui, c'est pas facile de synthétiser. C'est des interventions très, très riches et à la fois très, très différentes les unes des autres. Non, on peut revenir un peu sur le grand-oncle, si vous voulez. C'est une figure intéressante, le grand-oncle, je trouve, dans une famille. Le grand-oncle, je pense que personne, là vous en avez fait un portrait un peu noir, mais personne ne conteste ses qualités de débatteur, d'érudition. Mais je pense que toutes ces qualités ne sont rien ou ne seraient rien si pendant des années on n'avait pas expliqué aux Français que ce qu'ils vivent, ils ne le vivent pas, ce qu'ils subissent, ils ne le subissent pas, que le niveau monte à l'école, qu'une fratrie délinquante est une chance pour la France. Quand vous martelez ce genre de choses qui est démenti par les faits, parce que vous vivez au quotidien, ben un jour ou l'autre, au lieu de parler à votre voisin, vous vous tournez en effet vers le grand-oncle. Donc il faut d'abord changer de discours avant de reprocher aux gens de se tourner vers le grand-oncle. Et moi je pense que vous sous-estimez totalement le poids de la gauche woke, parce que certes... Non mais peut-être, mais je dis simplement que si dans les intentions de vote c'est en effet difficile à mesurer, c'est un discours qui est obsessionnel dans les médias. Le discours woke est aussi obsessionnel, c'est la symétrie des articles sur Éric Zemmour. On ne peut pas ouvrir un journal ou ouvrir une radio ou une chaîne de télévision sans tomber sur Éric Zemmour. Et on ne peut pas non plus l'ouvrir sans tomber sur un exemple de propagande woke absolument éhontée et parfois ridicule. Donc moi je ne pense pas qu'on puisse continuer dans cette pensée borgne. Il faut prendre les deux bouts du problème, sinon on n'avancera pas. Notre gauche est prise en étau. Elle n'est pas sous la menace d'un couteau, elle est prise en étau. Nous sommes dans la noix au milieu du casse-noix. C'est jamais très agréable, et ce n'est pas une image que j'utilise avec plaisir. Mais simplement, il faut qu'on revienne sur Terre, il faut qu'on revienne à la France d'aujourd'hui, il faut entendre, il faut écouter des Français qui, parfois, à gauche, se tournent vers le grand-oncle ou des parents du grand-oncle. Moi, j'ai animé une émission jeudi soir. Un de mes invités représentait un collectif qui était les profs pour Éric Zemmour. C'était impossible, quand j'avais les 20 ans que je vous mentionnais, d'avoir un mouvement qui s'appelait les profs pour Jean-Marie Le Pen ou les profs pour Marine Le Pen. Ce n'était pas possible, tout simplement. D'abord parce que vraiment, c'était très très majoritairement à gauche. Même le corps professoral qui fournissait les grosses troupes de gauche se droitise, comme toute la France, comme le monde entier. Donc il faut repartir de là, sinon ce ne sera qu'un discours cosmétique et on n'avancera pas. Voilà, moi c'est ce que je retiens de cette intervention. Revenons au constat, écoutons ce que les Français ont à dire sur ce qu'ils vivent, sur ce que leurs enfants vivent à l'école. Travaillons là-dessus, vous verrez que le reste viendra très naturellement. Je vois que les interlocuteurs n'étaient pas forcément, partageaient pas forcément votre vision. Baptiste, si tu peux peut-être y répondre, et puis ensuite on conclura avec une phrase qui résume et qui synthétise votre présentation. Simplement, Éric, là où je te rejoins, c'est sur certainement le déni du réel. J'ai eu aussi un débat à ce sujet cette semaine sur la notion de grand remplacement avec ce sondage assez effrayant et qui nous interpelle, qui doit nous interpeller et nous obliger à trouver des solutions pour contrer ce discours extrêmement puissant et performatif. Néanmoins, là où on ne sera pas d'accord, et c'est le sel de la démocratie, c'est sur le wokisme. Oui, il y a une pensée woke importée. Je crois qu'on lui donne énormément de place. Elle est encore très loin, très très loin du réel et du quotidien réel des Français dans leurs échanges à la cafétéria, autour de la table et autres. Alors qu'aujourd'hui, Éric Zemmour comme Marine Le Pen sont autour de la table, ils sont dans la cafétéria des entreprises. Et le vrai danger en l'état actuel des choses, et je ne minimise pas le fait qu'il faille clarifier et qu'on doit être intransigeant, et je pense qu'ici même, avec vous, chers amis du Parti radical de gauche, nous le sommes. Et ce qui nous a fait du bien ce matin, c'était d'écouter un Richard Malka dans une salle où 100% des gens étaient cohérents avec le discours et en phase. Et ça fait longtemps que moi je ne l'avais pas ressenti. Je pense qu'on a été nombreux à le ressentir. Donc ce travail-là, il est en train d'être fait, sous la impulsion aussi de Guillaume. Par contre, le danger, il faut qu'on l'ait en tête. Et je souscris totalement aux propos de Frédéric. On doit être
démocrate et républicain d'une manière radicale, voire agressive, parce que le danger aujourd'hui, c'est pas les woke, c'est pas le wokistan. Le danger là, c'est Éric Zemmour. Voilà. Merci. Chloé, si tu veux. Oui, alors pour conclure, je vais reparler de mon camarade et voisin En de une table, phrase. Guillaume, qui m'a dit, après le discours de Richard Malka, c'est comme si j'avais les poumons dans toute cette atmosphère depuis des mois, que j'arrivais plus à respirer. Et un discours comme celui-là, ça me dessert les poumons, ça me dessert l'étau. Voilà. Et je crois que c'est à ça que ça doit servir la politique. C'est la passion des idées, c'est la passion des gens. Et je crois qu'il est temps que nous respirions très fort tous ensemble, que nous ayons le courage de nos idées et que nous relevions la tête et l'étendard de l'écologie républicaine. Merci Chloé. Reda. Oui, juste rapidement, j'aimerais dire que nous, on va continuer à construire des ponts. Je pense que c'est le moment de le faire. Je pense qu'il n'y a pas de dialogue impossible, que ça n'existe pas, à quelques périodes que ce soit. Et il me semble qu'on se trompe en mettant finalement des murs entre les Français. En fait, moi, je n'ai évoqué que des Français dans mon propos. Et quand on parle de réalité, il faut voir de quel point de vue on la regarde. Il y a différentes réalités. Et si on parle du terrain, j'invite les uns et les autres à venir sur mes terrains. Merci Reda. Nicolas. Non, moi j'ai appris plein de choses pendant cette table ronde. J'ai appris que Europe 1 était vegan, que CNews était pro-LGBT, qu'au JDD on discutait égalité salariale tous les 4 matins. Donc c'était très instructif. Merci à tous. Je vais revenir sur mes sujets numériques et je vais juste vous inviter à faire quelque chose en guise de conclusion. Je vais vous inviter à faire ça. Est-ce qu'on peut tous ensemble faire ça ? Toutes les secondes, là, depuis qu'on s'est parlé, il y a 400 personnes qui se sont connectées à Internet pour la première fois à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, sur la planète, il y a plus de gens qui ont un smartphone que de gens qui ont accès à l'eau potable ou à une école primaire. Vous avez tous un smartphone dans votre poche. Ne croyez pas un seul instant que la révolution numérique, c'est quelque chose qui est secondaire. C'est la plus grande révolution technologique que notre humanité ait jamais eu à affronter. Et dans toute révolution, et je vais citer une expression alors, qui n'est pas forcément court au Parti radical de gauche dans les années 60, mais choisis ton camp, camarade. Dans toute révolution, il y a Robespierre et il y a Louis XVI. Il y a le Tsar et il y a Lénine. Il y a Chiang Kai-shek et il y a Mao Zedong. On va devoir faire des choix extrêmement radicaux. On va devoir tout simplement dire à des gens qui, effectivement, prennent des fusées, à quoi ça sert tout ça si tu n'es pas capable de te souvenir du prénom de ton voisin ? À quoi ça sert tout ça si tu n'es pas capable de prendre soin de ta maman quand elle a la maladie d'Alzheimer ? Ça, pour moi, c'est fondamental. Ça, pour moi, c'est la République. Et ça, pour moi, grand-oncle ou pas grand-oncle, c'est un sujet qu'on a à traiter ensemble à l'échelle de la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Frédéric. Non, mais juste une phrase. Gouverner, c'est choisir. Donc, chers amis, au choix et aux urnes. Choukria. Oui, simplement, je vais donner quelques indices très rapidement par rapport à l'appel que j'ai lancé tout à l'heure, parce que sinon, ce ne sera pas compréhensible. L'Afghanistan est 38 millions d'habitants. La majorité, pratiquement 70%, c'est des jeunes. Par nature, ils sont contre la pensée et cet amirat des talibans ou la religion que l'Arabie saoudite et le Pakistan vont nous imposer. Donc, aujourd'hui même, les femmes se manifestent dans pas seulement Kaboul de 7 millions d'habitants, mais dans plein d'autres départements. Et la révolte, c'est-à-dire les résistants à la tête, le fils de Massoud, le Massoud Junior, on peut l'appeler, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de force, ils sont en train de se organiser. Donc, il faut avoir la foi à ces gens. Ils sont capables, elles veulent la République qui soit élue, sortie de suffrage universel, la démocratie et la liberté.
C'est ça leur appel. Égalité des chances pour tout le monde, sans tenir compte des races, des langues, des religions, des communistes, pas communistes. C'est-à-dire tout le monde doit avoir sa place. Donc, quand je fais appel, les talibans sont en manque d'hommes actuellement, ils sont au début, c'était à peu près 40 000. Maintenant, peut-être dans les 30 000. Ils ont tellement manque d'hommes qu'ils envoient des jeunes de 18, 14 ans sur le front. Donc, la clé de la réussite des Afghans, de leur liberté, contre cette menace qui nous impose, c'est de non-reconnaissance des talibans. Si on ne le reconnaît pas, la nation va se lever, elles vont reprendre donc et foi à cette population, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui militent et qui veulent leur république. Et c'est la décision politique que la France, moi, sur 25 ans de ma vie politique, j'ai vu la France, c'est la tête des politiques européens et aussi l'Amérique ne peut rien faire, en tout cas concernant l'Afghanistan, si l'Europe ne reconnaît pas le Taliban. Et la France, c'est à la tête. Merci. Merci beaucoup. Mon ami Richard Malka est un héros de notre temps. Richard Malka, c'est Charlie Hebdo. Richard Malka, c'est Mila. Et dans ces deux affaires, les atermoiements, les complaisances et les compromissions d'une certaine gauche font que je ne peux pas partager l'optimisme que j'ai entendu ici et là sur l'influence modérée de cette certaine gauche. Je parle bien d'une certaine gauche. Moi, je souhaiterais que son dernier livre, Le droit d'emmerder Dieu, soit placardé intégralement dans tous les lieux de la République. Je souhaiterais que son étude soit obligatoire dans toutes les écoles de France. Tout est dit dans ce livre. Tout est dit dans Le droit d'emmerder Dieu, sur les principes et sur les affaires. Sinon, j'ai une conviction, un espoir. La République nous sauvera. La République, rien que la République, mais toute la République. Merci beaucoup.